La légende de Sabel Khazar. L'énergie du Lenni. Pour qu'un Big Bang ait lieu, dans une création qui dépasse l'entendement, des feuillets semblables à des tissus doivent se toucher entre les univers. Poussés par un vent cosmique, deux se frôlèrent et se marièrent dans une lenteur éternelle. À leur contact, une super énergie créa une dimension, avec une multitude d'êtres et de variations. À présent, cette énergie nourrit la vie ou la détruit. Une race de voyageurs intergalactiques avait trouvé le cœur de cette énergie. Mais en voulant se l'approprier, elle explosa et contamina cette dimension. Un nouveau cycle fut écrit. La dimension entière possédait l'énergie du Lenni. Le Lenni est devenu une aura invisible que tout être possède dans cette dimension. Les êtres les plus avancés peuvent stopper la traversée des neutrinos, qui traversent la matière et les objets en tout temps. Ils peuvent emmagasiner ceci dans leurs cellules pour puiser de l'énergie interne faite de matière noire. Capable de rendre son utilisateur plus puissant, elle divergeait selon les personnes. Elle fut comprise et enseignée par Lenni, une guerrière de l'espèce néodienne qui fut capturée et torturée pour son savoir par les Senini de Sabena I. L'histoire raconte qu'à sa mort, la matière noire était tellement concentrée en elle que les neutrinos ont cessé d'exister pendant 20 minutes et que la galaxie a failli s'effondrer sur elle-même. Selon les recherches de Lenni, l'énergie datait de 340 000 ans. Elle s'était déversée pendant la guerre des dimensions, durant le sacrifice d'Anos d'Argana et la ruée vers l'Avax, ce métal aux propriétés rares disparu. Le Lenni avait deux côtés, la voix et l'aura. La voix était très dure à atteindre, alors que l'aura était possédée de tous. Pour que la volonté de Lenni perdure, ils lui donnèrent son nom. Chapitre 1. Les deux enfants. Pendant les débuts des conquêtes de l'Empire Sabena III, sa domination fulgurante commença à s'étendre jusqu'au noyau de la galaxie. C'était l'âge d'or des machines alimentées par l'énergie du Lenni. À cette période sur la planète Elan, un vaisseau quitta l'atmosphère et prit la direction d'un nouveau monde conquis, Pyrrhus, et il pénétra dans l'hyperespace. À son bord se trouvaient des colons de l'espèce Senini, capitaines, soldats, parents et enfants, et une centaine d'esclaves de races différentes enfermés dans des cages à faisceaux à ions. Le voyage se déroula parfaitement bien. Mais à la sortie de l'hyperespace, à l'approche de Pyrrhus, quelque chose d'inattendu se produisit. Une onde perturba le vaisseau alimenté par l'énergie du Lenni. Tous les Senini à bord sentirent cette perturbation. L'onde était telle que le redémarrage des machines était impossible. Un prêtre Senini, du nom Doudou, doué pour ressentir l'aura du Lenni, dit au capitaine que le problème se trouvait parmi les esclaves et que la peur d'une arrivée imminente sur cette planète a sûrement dû réveiller chez l'un d'eux des particularités enfuies. Le capitaine prit 3 soldats avec lui ainsi que le prêtre et tous partirent en direction des esclaves. Arrivé sur les lieux, le prêtre ressentit immédiatement la présence de 2 êtres. C'était une enfant humaine de 12 ans qui tenait la main d'un autre enfant de race néodienne à la peau bleu clair du même âge. Les deux étaient en pleurs dans un coin de la cage. La peur, la tristesse et la haine contre ses ravisseurs créaient chez l'humaine des ondes qu'elle ne contrôlait pas. Mais celle-ci était perceptible par les personnes sensibles à ce talent. Le prêtre ressentit un frisson glacial lorsque son regard croisa celui de l'enfant néodien. Il le vit dans l'aura du Lenni comme un récepteur qui emmagasinait les ondes de l'humaine. C'était inouï. Il demanda au capitaine de se débarrasser au plus vite des 2 enfants. Le capitaine ordonna à ses 3 soldats de s'en occuper. En entrant dans la cage, faisant geste de leurs armes, les esclaves s'écartèrent. Les enfants comprirent que les soldats étaient là pour eux. Un des soldats tenta de poser sa main sur le jeune néodien, mais celui-ci hurla de tout son être tout en serrant la main de l'humaine. Le cri paralysa toutes les personnes à bord, esclaves comme Senini, et tous se mirent à saigner des yeux et des oreilles et finirent par s'écrouler un par un. Seul le prêtre résista à la première attaque malgré un affaiblissement considérable. Il hurlait de douleur. À ce moment précis, son ressenti envers les enfants était comparable à un pouvoir qui ralliait l'énergie du Lenni aux neutrinos. Telle la fusion des 2 lunes de la planète Elan, Anu et Deina. Le second cri, plus violent que le premier, fit exploser les réacteurs du vaisseau dû à la surcharge d'énergie. Le prêtre succomba. Attiré par l'attraction de la planète, le bâtiment entama une descente vers Pyrrhus, sans aucun moyen de stopper sa chute. À l'intérieur, le feu se propageait à une vitesse fulgurante. Les lumières incendiaires, les signaux d'alarme et d'évacuation du bâtiment se faisaient entendre. Le cockpit était rouge dû à la chaleur de l'entrée dans l'atmosphère. Le bâtiment perdait des morceaux. Tous étaient morts sur le navire, sauf les 2 enfants. Ils ne pouvaient comprendre ce qui venait de se passer. L'enfant néodien, dans un élan d'espoir, porta la jeune humaine jusqu'à une capsule de sauvetage.
Étrangement, une autre capsule de sauvetage se détacha à ce moment précis, et le bâtiment alla s'écraser sur une montagne dans une énorme explosion, ne laissant aucune chance de survie à qui serait resté dedans. Les deux enfants atterrirent au milieu d'une forêt marécageuse. À cette époque, Pyrrhus était occupé par les Baggaras, ancêtres des Bajous, une espèce intelligente à l'apparence belliqueuse. Leur monde n'a pas résisté à la technologie de l'Empire Sabena. Très vite colonisés, décimés et asservis, ils étaient esclaves des Sénénis. Cette histoire se déroule 8000 ans après la mort de Léni. L'humaine était inconsciente. Dans le kit de survie de la capsule se trouvait une balise, 4 dokicodes, 4 repas et un masque à oxygène. Le garçon se mit à réfléchir comme si les événements passés l'auraient fait évoluer. Il prit 2 dokicodes, un repas et alla vérifier si son ami respirait toujours. Il sortit de la capsule pour repérer les lieux, trouver une aide quelle qu'elle soit. Avant de partir, il dissimula la capsule avec des feuilles. Après avoir parcouru 2 kilomètres, il atteint une colline. De cette colline, il pouvait apercevoir la fumée du désastre qu'ils avaient causé. Il leva les yeux vers le ciel et vit 4 lunes. Il comprit qu'il était loin, très loin de son monde natal. Il se ressaisit, scruta l'horizon à la recherche d'un abri dans la végétation. Sur le flanc de la colline, il vit une grotte. Il mémorisa l'endroit et repartit en direction de la capsule. La faune et la flore n'étaient pas très amicales sur Pyrrhus. Mais les Néodiens apprennent très vite à s'adapter aux dangers environnementaux. Leurs cornes situées sur les épaules ressentent les ondes électromagnétiques. Et même à 12 ans, il était robuste. Quelques minutes plus tard, il se sentit observé. Pris de panique, il courut en direction de la capsule et l'ouvrit pour se cacher à l'intérieur. À cet instant, le jeune Néodien fut dévoré par la peur. Car ce n'était pas la jeune humaine qu'il vit à l'intérieur de la capsule, mais Oudou, le prêtre Sénéni, entre la vie et la mort. C'était la seconde capsule de sauvetage, celle qui s'était détachée. C'était donc lui, se dit-il. La capsule tombée non loin de la leur n'était pas la bonne et le jeune Néodien ne s'en était pas aperçu. Au même moment, ses cornes devinrent extrêmement froides. Il entendit comme un sifflement, se retourna, se retrouva nez à nez avec une Wyrn. Une Wyrn est une espèce de serpent géant aux dents acérées qui possède des tentacules au crochet vénéneux sur la tête venant de Pyrrhus. Le jeune Néodien se mit à courir en direction de la droite en espérant que la Wyrn se jette sur le prêtre. Mais elle ne fit pas ce qu'il pensait. Elle le voulait lui. Il était la proie qu'elle observait depuis un moment. Il lui fallut peu de temps pour que la Wyrn s'empare et déchire la jambe gauche de notre jeune héros. Une ouverture de la cuisse au mollet faisait jaillir du sang à la couleur bleue. Le jeune Néodien appela à l'aide, mais en vain. Une autre attaque d'une violence inouïe de la part de la Wyrn le fit décoller du sol et le propulsa contre un arbre. Victime de multiples fractures, le jeune Néodien ne pouvait plus se mouvoir. C'était la fin, la Wyrn allait le dévorer. L'animal s'approcha, ouvrit la gueule pour manger sa proie, quand soudain, non, se fit entendre et plongea la forêt dans un silence. La Wyrn se retourna, c'était l'humaine. Elle levait la main en direction de la bête comme pour communiquer. Elle lui fit comprendre qu'ils n'étaient pas leur ennemi, mais qu'ils étaient tous unis dans le Léni et qu'elle devait les aider. La Wyrn s'approcha de la jeune fille, agressivement, ouvrit grand la bouche, la referma. Elle descendit au niveau de l'humaine. La jeune fille caressa la tête de l'animal. L'humaine accourut vers le jeune Néodien. Il était inconscient. Elle posa sa main sur son torse en pensant pouvoir le soigner. Et elle le soigna. Sans aucune maîtrise de ce pouvoir, elle put refermer les blessures du jeune Néodien. Mais cela ne suffit pas. Elle lui injecta 2 dokicodes. Mais les os brisés du jeune homme ne pouvaient se restaurer uniquement qu'avec le temps ou la médecine. Le jeune Néodien ouvrit les yeux et vit le visage de la jeune fille. Il eut un sourire sur le coin des lèvres et lui dit « Je savais que tu allais venir. » Il lui demanda son nom. Sabel Oxine de Tezo. Il inspira, ressentit comme un soulagement. Lumine. Je m'appelle Lumine Khazar de Barchana. Lumine était grand pour son âge. Il avait les yeux bleu-gris, le crâne rasé. Il était très intelligent, d'une grande bonté. Un enfant qui admirait son père et les étoiles. Jeune humanoïde à la peau bleu clair avec des excroissances protubérées. Au niveau des épaules qui finissaient par des petites cornes. Il avait un tatouage sur le front en forme de double cercle argenté, avec une pointe dorée au centre. Il venait d'être séparé de sa mère et sa sœur. C'était le fils d'un ancien amiral mort durant la grande guerre qui opposait son peuple aux Sénénis. Prisonnier, lui et sa famille furent envoyés sur Elan pour servir d'esclaves. Sabel donna un bisou sur le front à Lumine, se retourna et aperçut Oudou. Sabel eut pitié de lui. Elle utilisa un des dokicodes que transportait Lumine. L'aide du serpent fut très utile. Elle le nomma Rin. Rin les transporta en lieu sûr. Sur la route, ils virent les dommages que l'Empire Sabena avait causés sur la planète. Des villes en ruine, aux forêts devenues désertiques.
Ils finirent par arriver dans une grotte que Rin prit le soin de sécuriser. Nos compagnons y vécurent durant plusieurs mois. Sabel s'occupait de tout. Chaque jour, elle posait sa main sur Lumine, ce qui accélérait peu à peu sa guérison. Sabel avait les cheveux roux. Ses yeux étaient verts. Elle avait un regard vif et doux à la fois, accompagné d'un sourire rempli de tendresse. Elle et ses parents faisaient partie d'une colonie de mineurs qui cherchaient des cristaux Quincy sur Tezo. Sa mère avait volé son père pour fuir avec un pirate qui lui promettait la belle vie. Suite à ça, son père se noya dans l'alcool et mourut de tristesse. Elle se retrouva seule. Sabel, ne savant pas se débrouiller, se fit kidnapper par un groupe de fanatiques religieux et fut vendue au Sénéni comme esclave. Elle se retrouva sur Elon. Lorsqu'Oudou finit par reprendre connaissance, sa mémoire s'était obscurcie. Le choc sur le vaisseau l'avait brisé jusqu'à l'âme. Il ne savait même plus à quelle espèce il appartenait. Ses seuls souvenirs étaient basés sur les voies du Léni que ses pères lui avaient enseignées. Il était dénué de toute obscurité. Oudou était un Sénéni. Il avait une tête allongée qui tirait vers le haut, un grand humanoïde avec une tête d'amphibien. Ses yeux étaient situés sur le dessus de son crâne, comme des antennes. Il était heureux d'être avec les deux enfants. Sabel et Lumine lui demandèrent de leur enseigner ce qu'ils savaient. Il s'exécuta et devint leur maître. Les deux enfants avaient un potentiel démesuré dans la voie du Léni, surtout quand leurs mains se touchaient, car Lumine amplifiait les pouvoirs de Sabel. Oudou leur expliqua qu'il y avait deux côtés, ainsi que des alchimies interdites et autres rituels à ne pas faire, et que c'était dur de revenir une fois pris dans les ténèbres des neutrinos. À 19 ans, ils firent capituler l'envahisseur Sénéni avec l'aide des rebelles Bagara qui restaient sur la planète. Sabel fut la première à combattre dans un duel qui opposait un sabre d'antimatière à un bâton chargé de Léni, contre le deuxième général de Sabena, Truz Gano. Le duel se déroula sur Helux 4, dans une forêt de couleur jaune et rouge, recouverte d'une neige blanche mélangée à du soufre qui provenait d'un volcan. Elle et ses hommes furent face à la menace pour aider Chiner Obsid et Gabi Odera. Venu en aide à ce monde réduit en esclavage, Sabel fut craint par ses ennemis. Sur le champ de bataille, il la surnommée Jigal Kitcha. Cela voulait dire la femme du Léni. Elle se débarrassa aisément d'une horde de soldats seuls pour atteindre son ennemi. Un combat épique se déroula. Trous se lança contre Sabel à une vitesse incroyable tout en assommant un coup de sabre d'antimatière très puissant. Sabel bloqua l'attaque avec sa lame en iridium. Le choc dégageait tellement de puissance et le bruit était tellement aigu que les soldats sentirent le souffle de l'onde de choc et cessèrent leur combat pour regarder celui-ci. Même Jean Corso et Gabi Odra, qui connaissaient la voix du Léni, voyaient deux monstres combattre. Les arbres aux alentours se pliaient et la neige laissa place à la pluie. La matière se dégradait autour d'eux. Les deux adversaires restaient figés dans leur position durant 3 secondes. Et la lame de Sabel commença à se fissurer. Elle regarda Trousse, chargea son arme de plus de neutrinos et le repoussa. Sabel s'avança vers lui. Elle porta 2 coups qui résonnèrent comme des grondements de tonnerre. Au 3e, sa lame se brisa. Elle ne supportait plus l'énergie libérée par Sabel. Surpris, Trousse vit une occasion. Il prit son sabre à 2 mains et dans une vélocité voulut trancher son adversaire du haut vers le bas. Sabel se décala sur la droite. Trousse tourna sur lui-même pour lui porter un coup de pied au niveau du ventre, qui éjecta Sabel vers un étang. En se relevant, de l'eau ruisselait sur le visage de Sabel. Ses cheveux étaient mouillés et gouttaient sur l'eau. Les 2 bras vers le bas, elle fit 3 pas, tanguait de gauche à droite et inspira. Sabel avait un regard vide, avec un petit sourire. Elle semblait en extase, une évolution en plein combat. Après la perte de sa lame d'iridium, Trousse pensait avoir l'avantage. Sabel dut faire appel à sa maîtrise de Léni pour vaincre le général. Elle ramassa une longue branche qui se trouva à ses pieds dans l'étang, la brisa de chaque extrémité et la saisit à 2 mains. Fixa Trousse le front fermé et expira. Elle fit couler le flux de l'aura du Léni dans le bois qui se mit à scintiller entouré d'un voile d'énergie. Et il devint extrêmement résistant. Sabel attaqua avec un bond d'une vitesse prodigieuse. Le général ne vit rien venir. Il fit transpercer. Un coup fatal. Trousse se défendit avec toute sa haine, mais ne fut plus le poids. Il semblait être face à Léni elle-même. Sabel le détruit physiquement et mentalement. Et lorsque la pluie cessa, elle lui ôta la vie. Salut, moi c'est Baba, bienvenue dans les cycles de la BAC. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et ajouter un commentaire. Rendez-vous dans la prochaine partie.